Alexandre le Grand est macédonien, il est d'expression grecque, mais il n'est pas proprement grec, en tout cas. Du point de vue des Grecs, c'est pas un grec. Mais il conquiert De la l'époque. Grèce. Oui, Parce oui, que oui. les Grecs d'aujourd'hui ne seraient pas C'est forcément vrai, d'accord. tout à fait. Il n'y a pas une intelligence qui est extérieure au monde, mais en fait, cette intelligence qui organise le monde, qui lui donne son ordre, sa configuration telle qu'on la connaît, elle est immanente. Donc, elle est dans le monde lui-même. Ce principe rationnel, qu'ils appellent logos, qu'ils appellent providence, qu'ils appellent nature, ils l'appellent aussi Zeus. Zeus, c'est cette raison. Mais c'est évidemment pas le Zeus d'Homère ou d'Hésiode, donc des poètes. C'est un Zeus qui est purement rationnel, qui va pas se mettre en colère et punir tel ou tel être humain ou s'unir à telle ou telle jeune fille. Les stoïciens sont sans doute les premiers penseurs systématiques. C'est eux qui ont inventé en fait le concept de système en philosophie, dans l'idée que tout doit se répondre. La logique va répondre à l'éthique, qui va elle-même répondre à la physique et inversement. Chers amis de la philosophie, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le stoïcisme et ses fondamentaux. Bien entendu, nous allons parler de la maîtrise de soi, de la raison et de l'ordre naturel divin, ce qui est justement moins connu. Le stoïcisme est de plus en plus populaire et popularisé sur les réseaux. Il est présenté grâce à la maîtrise de soi comme une solution un peu magique pour réussir dans la vie, pour ne pas être un raté, pour pouvoir être un homme, un vrai. Sauf que, il ne s'agit pas simplement de faire fi de ses émotions et de considérer que la douleur est une vue de l'esprit. Les penseurs stoïciens présentent une vision complexe de ce qu'est le monde, la réalité, la nature, l'humain. Et c'est ce que nous allons chercher à décortiquer aujourd'hui. Marc-Antoine Gavray, merci d'être là, bonjour. Bonjour. Tu es professeur à l'Université de Liège, spécialiste de l'Antiquité, plus particulièrement de la tradition platonicienne. Tu t'intéresses également à comment la philosophie était pratiquée par les anciens Grecs. Tout à fait. Si tu le veux bien, je voudrais commencer par situer le stoïcisme. Sait-on par qui et comment il a été créé ? Alors, c'est une question assez simple et en même temps très difficile. Parce que, contrairement à beaucoup d'autres courants philosophiques, le stoïcisme n'a pas un, mais 2, voire 3 fondateurs. Ce qui est un peu surprenant. C'est un courant qui va naître à la fin du IVe siècle avant notre ère, donc vers 305, disons, avant notre ère, quelques années après l'époque d'Alexandre le Grand, pour se situer dans l'histoire. Et c'est un courant qui naît à Athènes, qui va être fondé par une personne qui n'est pas athénien, qui s'appelle Zénon, qui vient de Kition, Citium, en Asie mineure, qui est donc un étranger qui vient à Athènes, parce que Athènes est encore à l'époque la ville de la philosophie. Et il vient pour se former. Il vient pour se former au platonisme, ça ne le convainc pas. Il vient pour se former aussi, il rencontre les cyniques, au cynisme donc. Il en tirera quelque chose, mais comme pour le platonisme, il n'est pas pleinement convaincu. Et là, il se dit, je vais fonder mon propre courant, ma propre école. Et en réalité, il décide, comme on le fait à l'époque, de s'installer dans ce qu'on appelle un portique, donc un lieu semi-clos à Athènes, où se réunissent des gens pour converser. Et ce portique-là a une particularité, c'est qu'il est peinturluré, il est couvert de couleurs. Et le nom de cet endroit, en grec, c'est Stoa Poikile. Et voilà qu'est née la Stoa, donc le courant philosophique qui donne son nom aujourd'hui au stoïcisme. Ça, c'est le premier fondateur. Et ce qui est surprenant avec les stoïciens, c'est que précisément, on ne les appelle pas des zénoniens, donc du nom du fondateur, comme les épicuriens, on les appelle des épicuriens du nom d'Épicure, mais du nom du lieu. Pourquoi ? Parce que j'annonçais l'histoire un peu difficile. C'est là que Zénon a un premier successeur qui s'appelle Cléante, qui est moins connu sans doute que Zénon, mais qui va donner sa dimension peut-être plus religieuse au stoïcisme, on y reviendra peut-être. Et puis un troisième fondateur qui est lui-même disciple de Zénon et de Cléante, qui est Chrysippe, qui est, disons, le grand théoricien du stoïcisme. Il a une œuvre énorme, c'est un auteur hyper prolifique, qui a laissé des centaines de livres, on lui attribue 300 livres. Alors un livre, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un livre, mais 300 chapitres, enfin, c'est considérable. Ces livres nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui ? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout, j'exagère. Malheureusement, de cette première fondation du stoïcisme, on n'a conservé que ce qu'on appelle des fragments, dont des textes plus ou moins longs, qui sont le plus souvent le fait de citations par des auteurs postérieurs, que ce soit des stoïciens postérieurs, on
on en parlera, Épictète, Marc Aurèle cite Chrysippe, cite Zénon, Sénèque cite Zénon, ou Chrysippe ou Cléante, ou des adversaires. Les platoniciens vont citer les stoïciens pour les réfuter, pour mettre leur thèse en discussion. Une grande source est Sextus Empiricus, qui est un sceptique, et donc qui veut s'en prendre à ce qu'il appelle les dogmatiques, donc essentiellement les stoïciens, et va non seulement citer leur thèse, mais les mettre en discussion. Donc voilà, c'est une histoire qui est à la fois bien connue, parce qu'on sait quel est le point de départ, et en même temps, on peine à remonter à cette source-là, parce qu'on a énormément de fragments, mais on n'a aucun texte complet qui nous dirait, voilà, là on peut se dire qu'on a dans les mains un texte de Zénon, un texte de Chrysippe complet. Tu dis que Zénon, il avait la volonté de créer une école, c'est-à-dire d'avoir des disciples. Pourquoi est-ce qu'il voulait absolument avoir une communauté qui se fédère autour de lui, plutôt que de simplement philosopher dans son coin? Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, la philosophie à Athènes est une discipline très vivante. Il n'y a pas une école ou une philosophie, mais il y a quantité d'écoles. Donc la plus connue, l'Académie, donc l'école fondée par Platon. Platon est mort à ce moment-là depuis une quarantaine d'années. Il y a le lycée fondé par Aristote, qui est mort depuis une vingtaine d'années, disons. Mais ils ont eux-mêmes des héritiers qui continuent à poursuivre leur travail. Donc ça, ce sont les plus connus, mais qui ont tendance à cacher, à dissimuler les autres écoles de la même époque, qui sont elles aussi nées dans le sillage de Socrate. Ce sont les courants qu'on appelle donc socratiques. C'est le cynisme que j'évoquais, c'est le cyrénaïsme, donc les hédonistes, les gens qui mettent le plaisir à l'avant-plan. Et ce sont les mégariques, courants peut-être plus logiciens, qu'on connaît moins bien. Donc il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de courants, beaucoup de tendances. On a encore sans doute des pythagoriciens qui passent par-ci, par-là, des atomistes. Voilà, c'est un véritable foisonnement. Et ce qu'on appelle une école, c'est simplement un ensemble de gens qui se rassemblent en un lieu, qui partagent un certain nombre de thèses, mais aussi, et souvent, un certain nombre de principes de vie. C'est moins marqué peut-être pour les platoniciens ou pour les aristotéliciens. C'est très présent, évidemment, pour les cyrénaïques ou les cyniques, qui sont essentiellement des modes de vie à côté peut-être d'une dimension plus théorique. Et ce que veut faire Zénon, un an à peu près après Épicure, c'est fonder un courant un peu semblable à l'épicurisme, qui répond aux mêmes questions, aux mêmes problèmes que l'épicurisme, qui veut être une discipline philosophique théorique avec un corps de doctrine solide et cohérent. Les stoïciens sont sans doute les premiers penseurs systématiques, c'est eux qui ont inventé en fait le concept de système en philosophie, dans l'idée que tout doit se répondre, hein, la logique va répondre à l'éthique, qui va elle-même répondre à la physique, et inversement. Et il veut donc fonder ce système doctrinal théorique, et en même temps, il veut que ce système doctrinal théorique s'articule à un mode de vie qu'il va sous-tendre. Et les adeptes du stoïcisme ne sont pas simplement ceux qui vont croire que le monde est dirigé par un logos, donc un principe rationnel et divin, qu'on peut aussi appeler providence. Ils ne vont pas simplement croire à la logique des propositions, qui est le système logique des stoïciens, ou à la théorie de la représentation, selon laquelle toute sensation est déjà un jugement, donc un jugement, c'est-à-dire un énoncé sous la forme d'un prédicat. Hein. Quand je perçois que la table est en bois, eh bien ma perception, c'est la table est en bois. Elle s'énonce déjà de cette forme-là. Donc ce ne sont pas simplement des gens qui ont cette formation ou cette ambition théorique, mais c'est avant tout des gens qui vont dire, mais en quoi tout cela, toute cette théorie va avoir un impact sur la façon dont je vis. Amis de la philosophie, permettez-moi de vous présenter un petit entracte. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, tout comme à cliquer sur la sonnette pour vous tenir informé des prochains épisodes. Si le cœur vous en prend, vous pouvez également nous soutenir via le lien dans la description. Nous sommes un petit média associatif et indépendant, composé d'étudiants et d'enseignants. Ce que nous voulons faire, c'est faire vivre la philosophie un peu plus sur les réseaux et plus particulièrement sur YouTube. Pour y arriver, on doit atteindre les 150 parrainages pour pouvoir subvenir à nos frais. Aujourd'hui, nous publions notre premier épisode et de fait comptabilisons 0 parrainage. Dans l'avenir, pour ceux qui le veulent, nous annoncerons nos parrains et marraines dans la description de la vidéo, tout comme à la fin de la vidéo. Je vous remercie du fond du cœur.
Je les imagine à Athènes avec leur famille, leur travail, leurs responsabilités. Et puis, ils se mettent à philosopher. À quoi est-ce que c'était censé apporter une réponse concrète? Est-ce que c'était bien vivre, comme on dit? Alors, une thèse qui a marqué longtemps les esprits et qui continue à, à circuler consiste à dire, mais en réalité, si la philosophie se renouvelle à cette époque-là, avec l'apparition de l'épicurisme, puis du stoïcisme et en même temps du scepticisme, trois courants qui naissent dans un mouchoir de poche, et sur une période de temps très, très réduite, c'est parce qu'il y a une sorte de crise des valeurs liée à la montée en puissance d'Alexandre le Grand, qui conquiert non seulement la Grèce, donc Alexandre le Grand est macédonien, il est d'expression grecque, mais il n'est pas proprement grec, en tout cas, du point de vue des Grecs, c'est pas un grec, mais il conquiert De la l'époque. Grèce. Oui, parce que les Grecs d'aujourd'hui ne seraient pas forcément d'accord. Il conquiert le territoire actuel de la Grèce, puis il dit, bon, c'est pas suffisant, je vais aller en Égypte, et puis il va aller en Asie mineure, et il va aller jusqu'à l'Indus, donc jusqu'en Inde, et faire un grand royaume qui, à sa mort, va être décomposé en plus petits royaumes. Mais on assiste dans le même mouvement à une forme de centralisation du pouvoir, où peut-être que ce qui caractérisait la réalisation d'un individu, c'était sa capacité à participer à la vie politique. Un homme libre était avant tout un citoyen, et donc assumait des tâches de citoyen en participant à, à l'Assemblée. On est dans des contextes de démocratie directe, notamment. Donc, quand on prend les décisions, ce n'est pas nos représentants qui les prennent à notre place, c'est les citoyens qui se réunissent et puis qui votent après avoir débattu et délibéré. Et donc, on explique souvent que, en fait, le stoïcisme naît dans ce mouvement où, étant donné que les cités ont perdu une part de leur autonomie, finalement, les individus doivent chercher ailleurs une manière de se réaliser en tant qu'être humain, en tant que citoyen qui réussirait à trouver à satisfaire ses aspirations, et donc se réfugierait dans la philosophie. Et ce serait un des actes fondateurs du stoïcisme, c'est offrir une piste puisque la vie politique n'est plus possible, faisons autre chose. Difficile de dire si c'est vraiment la motivation de Zénon, on n'était pas dans sa tête, et si effectivement il y a une ère du temps qui consiste à dire, que oui, on ne sait plus trop où aller, on ne sait plus trop. C'est difficile à penser. En tout cas, le récit est satisfaisant et nous permet sans doute des parallèles avec notre situation actuelle où finalement on a un peu l'impression que Mais est-ce que le monde était particulièrement plus dur? Est-ce qu'il y avait une crise économique? Donc certes, il y avait Alexandre le Grand, mais l'anecdote de Zénon comme quoi c'était un marchand qui a perdu son navire et pour ne pas sombrer dans la colère, décide de lire de la philosophie et y retrouve refuge. Est-ce que cette anecdote est véridique? Alors, l'anecdote est connue, et c'est une anecdote antique, hein, donc elle n'est pas, je ne sais pas si elle est fondée sur une histoire vraie, c'est souvent les biographes antiques qu'on appelle les doxographes sont, bon, il y a une part de roman, évidemment, parce qu'il s'agit de réécrire l'histoire en fonction de l'objectif qui est poursuivi par les philosophes, et donc il faut que leur vie finalement corresponde à ce qu'ils ont écrit. Donc difficile de savoir si l'anecdote est vraie, mais elle est belle. Donc c'est déjà ça. Et effectivement, Zénon étant étranger, Zénon n'ayant pas une formation philosophique à la base, c'est possible que ce soit qui lui soit arrivé. Et évidemment, ça colle parfaitement avec l'image du stoïcien qui est maître de lui-même, ne cède pas à ses émotions, ou en tout cas a appris à ne plus céder à ses émotions pour réagir de façon rationnelle. Pourquoi ce serait important? Précisément parce que en se libérant de ses émotions, en agissant de façon rationnelle, on n'est plus soumis à quelque chose qui s'empare de nous et on redevient la personne au contrôle de ce qui lui arrive. De cette façon-là, bien, forcément, vous avez moins de chances de commettre une erreur si vous n'agissez pas sous le coup de l'émotion, de la colère, par exemple. Vous n'allez pas commencer à insulter quelqu'un, puis j'aurais peut-être pas dû faire ça, ou être violent, des actes qu'on regrette par la suite. Mais voilà, si vous êtes dans le contrôle, si c'est votre raison qui vous commande votre action, alors vous avez moins de chances
de le regretter par la suite, disent les stoïciens, bien sûr. Et on comprend bien l'intérêt de l'anecdote, on comprend bien l'intérêt de tout cela. On voit effectivement que ça a du sens. En tout cas. Donc rentrons là vraiment dans le cœur de la philosophie stoïcienne avec cette notion de maîtrise de soi. La question que je me pose, c'est est-ce que c'était une nouveauté ou est-ce qu'il se situait dans une tradition grecque, puisque nous connaissons ces adages « connais-toi toi-même, toute chose avec mesure, rien de trop ». On peut considérer en fait que c'est une vieille tradition, en effet, qui remonte à ce qu'on appelle les 7 sages, donc avec ces fameux adages que tu viens de mentionner, hein, rien de trop, connais-toi toi-même, hein, tout ça fait partie d'un ensemble, et qui a été particulièrement illustré par Socrate. Donc effectivement, il y a, je sais pas, une forme de mode de pensée grec, en tout cas, ou un certain rapport. Alors, pourquoi la multiplication ou la démultiplication des courants philosophiques à cette époque-là, puisque au fond, ils proposent tous la même chose. Et en réalité, c'est vrai que tous les philosophes grecs de cette époque-là, donc tous les socratiques, à l'exception, c'est moins clair hein, pour Platon et pour Aristote, mais en tout cas tous les socratiques, les moins connus et puis les plus connus comme les stoïciens, veulent le bonheur. Aristote aussi hein, dit une vie réussie, c'est une vie heureuse. Bon, mais le problème n'est pas tant de définir l'objectif. Ils sont tous d'accord sur l'objectif. Mais ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce que signifie cet objectif. Ça va être quoi être heureux? Et puis, d'autre part, comment on va réaliser cet objectif? Et là, c'est sans doute des différences de personnalité qui vont présider au fait que certains vont se dire, au fond, le bonheur, c'est avant tout un bon fonctionnement du corps et de l'esprit. C'est-à-dire un fonctionnement sans aspérité, en une certaine forme de tranquillité où on apprécie le simple fait de ne pas subir de douleur. Ça, c'est le plaisir le plaisir épicurien. Et puis, il y a des modes de vie qui consistent à dire, mais non, en fait, cette manière d'être heureux, ça va plutôt être de vivre conformément à la nature. Alors, d'une certaine façon, c'est aussi atteindre la tranquillité de l'âme, donc ne pas être inquiet, mais comment est-ce qu'on va être libéré de son inquiétude en arrivant à prendre conscience qu'au fond, l'ordre des choses nous dépasse, nous n'avons pas d'emprise ni de prise sur ce qui nous arrive, et donc tout ce que nous pouvons faire, c'est l'accepter d'une certaine façon. Et en vivant conformément à ce mode de vie-là, alors on se tranquillise l'âme, qu'on n'est pas en train de courir après des choses qu'on sait irréalistes. Je peux rêver de devenir l'homme le plus riche du monde, ou même président de la Belgique, ce qui va demander un certain nombre de transformations politiques, premièrement, et puis que je m'engage en politique, et puis je devienne un jour puissant. Mais et qu'on réforme le système parce qu'on a un Premier ministre et pas un président. Oui, je pourrais rêver de devenir roi de France, hein, si vous préférez. Ce sera la même difficulté. Ça n'arrivera probablement jamais. Mais si c'est mon objectif et mon rêve le plus fou, je me condamne au malheur. Donc, il y a toute une logique qui consiste à prendre les choses, oui, avec mesure, mais en comprenant qu'elles font partie d'un ordre, disons, naturel, qu'il convient de comprendre, d'étudier pour s'y accommoder. Et donc, pour revenir à la question, finalement, pourquoi créer plusieurs courants? Pourquoi est-ce que ces courants sont dans une sorte d'esprit grec? Oui, ils sont tous une réalisation différente de l'esprit grec, de cette recherche de mesure, de modération, mais qui varie en fonction de la définition qu'on va donner à la nature et au bonheur. J'entends que le stoïcisme, il a évolué, mais qu'il a un socle commun avec la maîtrise de soi et la raison. Mais comment est-ce que cela s'exprimait dans la pratique? Est-ce qu'il y avait de la place pour les émotions et pour les sentiments, ou est-ce que l'objectif était d'en faire fi? Alors, la maîtrise de soi naît du fait que nous sommes avant tout, nous sommes des individus qui avons un logos, une raison. Et c'est ça qui fait notre particularité, c'est que nous avons cette capacité de raisonner. Et c'est ça, donc, notre
particularité, mais c'est aussi ce qui va diriger chacune de nos actions. Donc, il n'y a pas d'action qui ne soit pas le fait de notre raison. Et si c'est ça qui nous dirige, ben forcément, c'est elle qui doit être l'instance qu'on va suivre, à laquelle on va obéir. La maîtrise de soi, ce sera donc le fait d'apprendre à suivre cette raison. Alors, tout ça est très théorique. Je reprends un exemple d'émotion que j'évoquais tout à l'heure, ou que les Grecs appelleront de passion. Prenons la colère. Qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? Quand on est en colère, il y a un stimulus, pour parler en termes de la psychologie contemporaine, il y a un stimulus qui provoque une réaction au cours de laquelle je me laisse emporter. Et je commence à insulter la personne en face de moi. Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, ce stimulus a éveillé, vont dire les stoïciens, une représentation. Une représentation selon laquelle être insulté, c'est une mauvaise chose. Et si je suis insulté et que c'est une mauvaise chose, alors je dois réagir. Donc, la façon dont les stoïciens expliquent la chose, c'est de dire, mais au fond, à la base, ce que ce stimulus a provoqué, c'est une réaction fondée sur un jugement, donc sur une opinion que j'ai en moi, et que l'émotion n'est rien, enfin, auquel correspond l'émotion. Donc l'émotion ou la passion n'est rien d'autre que ce jugement. La maîtrise de soi, à l'inverse, va consister à apprendre à ne pas céder au stimulus. Bon, le stoïcien a des réactions, c'est pas un être impassible. Peut-être que si on l'insulte, son premier mouvement va aussi être, je sais pas, de vouloir en tout cas, réagir face à l'insulte qui lui est faite, mais comme il a refusé d'accepter cette représentation selon laquelle être insulté est un mal, parce qu'on m'atteint dans mon honneur, disons, eh bien, il ne va pas se mettre en colère. Et s'il ne se met pas en colère, eh bien, il n'aura pas des paroles ou des actions qu'il regrettera. Et donc, la maîtrise de soi, c'est avant tout apprendre à faire fonctionner sa raison pour qu'elle fasse ce que les stoïciens vont appeler le tri des représentations et fasse bon usage des représentations. Alors, représentation, j'ai expliqué ce que c'était, c'est simplement le jugement que nous formulons sur ce que nous percevons du monde extérieur, ou de nous-mêmes. Donc, c'est ces jugements que nous avons intériorisés. Et faire le tri des représentations, c'est faire la part des choses entre les jugements qui sont corrects, la table est en bois, très bien, ça a l'air correct, on doit pouvoir se fonder à ça, mais et ceux qui sont incorrects, la table est en métal, ben non, je vois très bien qu'elle n'est pas en métal. Se faire insulter est une atteinte à mon honneur. Si je pars du principe que se faire insulter, c'est juste l'autre qui crie et que ça ne me concerne pas directement, mais je fais le tri entre ce qui est une bonne représentation et une mauvaise représentation. Et après, je fais un bon usage de ces représentations. Une fois que j'ai fait le tri, eh bien, je vais utiliser celles que j'ai gardées et parce qu'elles me sont apparues comme correctes, et je ne vais pas me servir de celles qui me sont apparues comme incorrectes. Et donc, la maîtrise de soi, c'est avant tout un exercice intellectuel qui suppose aussi un travail sur ses désirs, sur ses plaisirs, etc. Mais c'est avant tout prendre conscience de ce qui se passe mentalement, d'une certaine façon, pour agir correctement au quotidien. Cela me fait penser à une sorte de proto-psychanalyse où on prend de la distance vis-à-vis de soi pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre pour ne pas subir notre inconscient, même si c'est anachronique, bien entendu. Mais on peut dire en termes contemporains qu'il y a un processus d'objectivation de soi. Et est-ce que cela préfigure l'acceptation d'une réalité objective qui nous dépasse? Alors, pour répondre à la question, je dois revenir légèrement en arrière et au point de départ, à la comparaison avec la psychanalyse. En réalité, on pourra faire une comparaison avec un autre courant psychologique contemporain, qui est la thérapie comportementale et cognitive, qui est directement inspirée du stoïcisme, et qui partage avec le stoïcisme contre la psychanalyse, justement cette idée qu'il n'y a rien d'inconscient, ou il n'y a pas d'inconscient, en tout cas l'inconscient n'a pas le rôle que la psychanalyse lui a attribué. Savoir que quand je construis ces représentations, en réalité, c'est à chaque fois moi qui suis à la manœuvre.
c'est moi qui donne mon assentiment. Alors, ça se passe peut-être très vite, mais c'est un mécanisme de conditionnement qui fait que on provoque ce stimulus, je me mets en colère. C'est pas la première réaction, en fait. C'est pas la première fois qu'on m'a insulté que je me suis mis en colère. La première fois, sans doute, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, évidemment, ça remonte à très loin. On se souvient plus. C'était dans notre prime enfance. Et donc, sans doute qu'on n'a pas le souvenir de tout cela. Mais néanmoins, c'est un mécanisme conscient qui s'est fait et qui, à chaque fois, a donné son assentiment. Et donc, ça me permet d'arriver à la réponse à ta question. Que se passe-t-il quand on connaît les choses? Eh bien, on entre en contact avec les choses. Contact sensoriel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le contact sensoriel? Nos sens, que ce soit la vue, l'audition, le toucher, entrent en contact avec un objet extérieur. Pour qu'il y ait contact, il faut donc qu'il y ait rencontre. Ça, c'est une chose. Mais la rencontre ne suffit pas. Vous mettez, si on se réduit à notre corps en tant qu'être inerte, disons, il ne se passe rien. Si vous mettez un cadavre à côté d'une pierre, il ne va pas sentir la pierre. Enfin, on présume que le cadavre ne réagit pas. En revanche, nous réagissons. Pourquoi est-ce que nous réagissons? Parce que, je le disais, nous avons en nous ce logos, cette raison, que les stoïciens appellent aussi, sous une autre forme, principe directeur. En grec, hégémonikon, mais ça veut juste dire principe directeur. Et c'est quoi ce principe directeur? C'est cette faculté centrale qui caractérise notre âme, hein, qui a la capacité à diriger notre attention vers notre main, notre doigt, vers notre oreille, vers nos yeux, et de nous mettre en contact conscient avec l'objet extérieur. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai dirigé mon attention vers l'objet extérieur que je le perçois. Et que je traduis tout cela, donc il y a un mouvement de va-et-vient. Le principe directeur oriente l'attention vers le sens transmet l'information qui remonte vers le principe directeur et qui la traduit en une représentation, donc en un jugement, la table est en bois. Voilà comment ça se passe. C'est donc quelque chose qui suppose la raison et en même temps c'est fondamentalement empiriste au sens où les stoïciens ont une foi aveugle dans le fait que puisque tout cela en fait est le simple contact de la nature, notre nature avec la nature extérieure, il y a une garantie de la vérité de la sensation. Donc ce que je perçois est tel que je le perçois. Ce qui peut se produire, c'est qu'au moment où je forme le jugement, aussitôt, dans ma représentation, je donne mon assentiment à quelque chose qui est incorrect parce que j'étais dans une mauvaise condition. J'ai cru que la table était en bois, mais tout simplement parce que la lumière n'était pas allumée et que dans le noir, voyant les reflets, j'ai pensé que c'était du bois et pas du métal, ou l'inverse. Mais voilà, certaines conditions de perception peuvent faire qu'on perçoit mal. Mais normalement, dans nos conditions, on perçoit la nature telle qu'elle est et on peut donner notre assentiment à ces représentations. En parlant de réalité objective, est-il vrai qu'ils avaient une conception divine de la réalité, comme quoi il y aurait un souffle divin insufflé dans la réalité? Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est contradictoire pour des personnes qui disent que tout est logique? Oui, alors il faut bien comprendre que les Grecs ont une conception autre du divin que la nôtre. Hein. Donc ça c'est une première chose. Mais concentrons-nous sur les stoïciens, puis on généralisera peut-être un peu. Mais pour les stoïciens, le monde est effectivement une entité double. Ce qu'ils appellent un principe agent et un principe patient. Alors, tout ça a l'air très technique. Ça veut simplement dire qu'il s'agit de comprendre comment notre monde peut être à la fois cette dimension concrète qui nous entoure et l'ordre qui anime ce monde, qui fait que on perçoit les choses telles qu'elles sont, bien délimitées, qu'il y a une régularité des saisons, que le jour succède à la nuit, que le monde ne court pas à sa perte. Et donc, principe agent, principe patient, c'est ça. Il y a la matière, dirions-nous, et puis ce qui lui donne sa consistance. Le monde n'est pas aléatoire, demain je vais me réveiller,
Il va pas faire 40 degrés le jour d'après et neiger. On peut dire qu'il y a une sorte de régularité. Et l'originalité des stoïciens par rapport aux platoniciens, disons, parce que c'est plutôt à eux qu'ils s'opposent sur ce point-là, c'est de dire, mais il n'y a pas une intelligence qui est extérieure au monde, mais en fait, cette intelligence qui organise le monde, qui lui donne son ordre, sa configuration telle qu'on la connaît, elle est immanente. Donc, elle est dans le monde lui-même. Et donc, s'il distingue principe agent, principe patient, dimension matérielle, dimension formelle, disons, c'est en disant, mais en fait, ce sont les deux faces d'une même pièce, mais c'est une seule et même chose. Bon. Donc ça, c'est la nature, le monde, il est à la fois matière et puis ce principe rationnel. Alors, ce principe rationnel, je disais, il est divin. En quel sens? Bien, le premier sens de la divinité pour un grec, c'est ce qui est éternel, au sens d'immortel. Les dieux, ce sont ceux qui s'opposent aux hommes. Qu'est-ce qui caractérise les hommes? Le fait qu'ils vont mourir. Les dieux ne meurent pas. Et donc, quand ils parlent de divinité, ils mettent en avant tout, les philosophes en tout cas, la notion d'éternité, d'immortalité. Donc il y a un principe qui est immortel, éternel, qui anime le monde. Et là où peut-être il y a une particularité stoïcienne, c'est que ce principe, il est rationnel. Il est une raison. Donc ce principe agent qui organise, il est le logos, cette raison dont nous sommes nous-mêmes une partie. Donc cette raison, elle est partout dans le monde, jusque dans nous. Si nous avons cette capacité à raisonner, si nous pouvons faire tout ce que nous expliquions tout à l'heure, c'est parce que nous sommes nous-mêmes un fragment de cette raison universelle. Et donc, le monde est entièrement rationnel, régi par ce qu'ils appelaient donc une providence, donc le fait que cette raison, en fait, elle ne permet pas simplement de dire telle cause entraîne tel effet, mais telle cause entraîne tel effet parce qu'il s'agit de poursuivre tel objectif. Donc, le monde fonctionne correctement parce qu'il y a un objectif d'ordre qui est au bout du chemin, de cette façon. Et donc, ça va commander évidemment la façon dont les stoïciens vont se comporter à l'égard du monde. C'est que si vous considérez que le monde fonctionne correctement et régi par un certain ordre, vous aurez plutôt tendance à lui faire confiance. Si vous ne croyez pas au chaos, eh bien, vous pouvez dire je peux vivre conformément à la nature, puisque la nature, par elle-même, tend à être équilibrée. Eh bien, si moi-même, je veux avoir une vie heureuse, qui suppose un certain équilibre, eh bien, je vais vivre conformément à la nature, et donc reproduire d'une certaine façon cet équilibre. Donc, l'aspect religieux est important, ou l'aspect divin est important, parce que c'est la façon dont les stoïciens et les Grecs en général expriment leur rapport à la nature, expriment que quelque chose, qu'un ordre dépasse la simple humanité, qu'on n'est pas dans un chaos, qu'on n'est pas non plus dans un monde qui serait purement mécanique, comme celui des épicuriens, avec les atomes qui s'entrechoquent, et puis c'est simplement une loi de causalité. On est dans quelque chose qui répond à un projet. Alors, c'est peut-être difficile pour nous de l'admettre, mais pour eux, ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Il n'y a pas un stoïcien qui ait mis cette idée-là en cause. Mais ce projet n'est pas celui d'une personne, d'une entité externe qui aurait créé l'univers avec un objectif pour chacun des individus. Le divin ferait partie du monde lui-même. Il n'y a pas forcément de créateur. Et donc, est-ce qu'il se réfère à ces entités créatrices grecques, comme par exemple Chronos et Chaos? Est-ce qu'ils acceptent le polythéisme grec? Ils ne rejettent pas du tout la religion traditionnelle. Les stoïciens font partie de la cité comme tous les autres et participent au culte de la cité, il n'y a aucun problème. Et admettent l'existence des divinités traditionnelles, à tel point que ce principe rationnel, qu'ils appellent logos, qu'ils appellent providence, qu'ils appellent nature, ils l'appellent aussi Zeus. Et Zeus, c'est cette raison. Mais c'est évidemment pas le Zeus d'Homère ou d'Hésiode, donc des poètes. C'est un Zeus qui est purement rationnel, qui va pas se mettre en colère et punir tel ou tel être humain ou s'unir à telle ou telle jeune fille. C'est une entité qui est immanente à la nature. Mais ils utilisent les figures religieuses ou divines traditionnelles pour faire comprendre ce qu'ils souhaitent faire comprendre. Donc, c'est d'une certaine façon une récupération de la religion, un certain usage de la religion, qui n'est pas pour critiquer la religion, quoi. C'est juste
leur catégorie conceptuelle et ça ne leur pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème à aucun grec de l'Antiquité. Je veux dire, ils n'ont pas du tout le même rapport au divin que nous, avec un Dieu suprême qui est unique, évidemment, qui imposerait son ordre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on est d'accord, ils n'ont pas voulu créer de nouvelles religions. Non. Ils ont voulu s'inscrire dans le cadre de la religion. Alors, parfois, ils utilisent ce qu'on appelle les allégories, donc dire, mais au fond, tel Dieu correspond à tel aspect du monde et pour quelle raison. Mais ça, il y a une idée d'allégorie ou d'explication du panthéon divin grec traditionnel, mais ce n'est pas dans la perspective de fonder quelque chose d'autre. Pourtant, ils n'étaient pas loin d'inventer un monothéisme, puisqu'ils disent que le divin, il est partout, le divin, il est en nous, et le divin, il est un. Oui, oui, ils n'en sont pas loin, mais comme Thalès n'en est pas loin, comme Héraclite n'en est pas loin, en fait, comme tous les philosophes grecs qui, avant eux, ont dit, il y a un principe qu'on va appeler la nature, et ce principe est divin. Et donc, c'est une caractéristique même de la philosophie grecque, finalement. Platon n'y échappe pas, et le néoplatonisme n'y échappera pas. Donc, ça traverse toute l'histoire de la philosophie, et ça ne leur pose vraiment aucun problème. Il faut bien comprendre qu'en réalité, il n'y a pas ce débat entre philosophie et religion, il n'y a pas cette opposition entre philosophie et religion. Ça, c'est quelque chose qui va arriver avec le Moyen-Âge chrétien. Mais pour un grec, ça n'a même pas de sens. Et certains spécialistes de la religion grecque vous diront, en fait, la philosophie, c'est jamais qu'une partie de la religion. Je n'irai pas jusque-là à titre personnel, mais ce sont des positions, c'est une expression pour certains de la religion. En tout cas, elle s'exprime dans les limites de la religion grecque sans que ça ne pose aucun problème. On a dit qu'il y a une essence transcendantale qui traverse les choses, qui explique pourquoi les saisons se suivent. Est-ce que cela veut dire que le monde est cyclique? Et s'il est cyclique, faut-il éviter de brusquer l'ordre des choses? Il y a tout à fait un éternel recommencement. Les Grecs, de façon générale, ont une conception cyclique du temps. Et donc, ce qui s'est passé se reproduira plus tard. Alors, dans cette conception cyclique du temps, évidemment, il y a des variations. La particularité stoïcienne, c'est de considérer qu'il y a un ordre. Alors, il y a des cycles courts, comme les saisons, et puis il y a des cycles beaucoup plus longs, ce qu'il appelle la grande année, au terme duquel le monde, ça je n'ai pas encore dit, mais le monde, non seulement c'est Zeus, non seulement c'est la providence, non seulement c'est la nature, non seulement c'est le Logos, mais c'est aussi un feu et un souffle. Mais un feu ou un souffle qui va s'embraser au bout d'un moment, et on a une grande purification, et on recommence à zéro, et on recommence un nouveau cycle avec recréation du monde ou reformation du monde. Et c'est là que ça devient amusant, c'est que selon les stoïciens, on va avoir des interprétations différentes de ce cycle. Parce que qui dit cycle, dit répétition. Nous, on a depuis, disons, 2000 ans très bien intégré le fait qu'il y avait un début et potentiellement une fin au temps. Alors, un peu plus récemment, on s'est dit, il n'y a peut-être pas de début, ou il est beaucoup plus loin qu'on ne le croyait. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas de fin non plus, sauf si on décide qu'on met fin au monde, mais ça, c'est encore possible. Mais pour les Grecs, donc, là où c'est amusant, et pour les stoïciens, pardon, c'est que il n'y a pas de début, il y a des cycles, et la question, c'est de savoir si les cycles se reproduisent à l'identique, et quelle est la variation dans l'identité. Soit, en fait, les conditions initiales sont les mêmes, et puis, d'une fois à l'autre, ça change. Ça change plus ou moins. Alors, les stoïciens vont avoir plutôt tendance à dire, mais en fait, le cycle va se reproduire de façon pratiquement identique. Bon, peut-être que j'aurai pas le même nombre de cheveux sur la tête, peut-être qu'aujourd'hui, je serai habillé en rouge et pas avec un gilet noir, mais ça ne changera pas fondamentalement de l'ordre du monde. Et puis il y a Chrysippe. Chrysippe lui dit non. Dans 3000 ans, vous serez à nouveau là, à regarder le même podcast, à écouter cette même parole que j'aurais dite quelques jours plus tôt en studio, et ce sera parfaitement identique à l'infini. Alors on peut réfléchir évidemment à pourquoi le cycle doit être à l'identique et quelles sont les conséquences.
Euh, alors, les conséquences, c'est de se dire, mais au fond, euh, chaque geste que je vais faire, chaque parole que je vais dire, elle va avoir un impact à l'infini. Mais l'autre conséquence, c'est de dire, mais oui, mais où est ma part de liberté? Si, au fond, je vais dire à l'infini la même chose, mais je l'ai déjà dit un nombre infini de fois, donc quelle est la liberté que j'ai là pour l'instant? Voilà, ça c'est un peu les paradoxes que se posent les stoïciens, et une des raisons pour lesquelles tous les stoïciens n'ont pas admis cette solution de Chrysippe qui, d'une certaine façon, empêche la possibilité même du libre arbitre et déresponsabilise l'individu. Je voudrais comparer la conception des stoïciens avec les Grecs de l'époque, qui eux aussi croyaient dans un ordre, le fameux cosmos, la réalité ordonnée et agencée. Mais les stoïciens, avec leur notion d'éternel recommencement, ce qui préfigure un peu cette notion de Big Bang et de Big Crunch que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'elle ne choquait pas les autres Grecs qui croyaient dans leur divinité, qui sont censés être immortels, alors que les stoïciens disent, mais elles vont mourir, et puis à un certain moment, tout va recommencer. Alors, premièrement, la religion grecque n'étant pas un système orthodoxique, donc ne suppose pas une croyance à laquelle il faut adhérer, ça laisse une part de liberté. Et donc, Homère n'est pas la Bible. Il ne s'agit pas d'adhérer à ce qu'il dit. Hésiode n'est pas non plus la Bible. Hésiode, c'est la théogonie, c'est donc la naissance des dieux. On dit ils sont immortels, mais en même temps, ils sont tous nés. Et donc, il fait des généalogies assez complexes. Mais ça permet de comprendre un certain nombre de choses sans dire, mais voilà la réalité des dieux tels qu'ils sont. Donc, ça, c'est une première chose à dire sur la réalité de la religion grecque qui est très complexe et dont on commence seulement depuis quelques décennies à comprendre la complexité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que les stoïciens sont originaux dans l'idée de cycle? Bien, pas tellement, en fait. J'évoquais tout à l'heure, pour prendre deux cas, j'évoquais tout à l'heure Héraclite. Héraclite a déjà cette idée que le monde est fondamentalement du feu. Et que feu qui se transforme dans les autres éléments et donne naissance au monde tel qu'on le connaît, mais qui, d'après les témoignages en tout cas, de temps en temps s'embrase complètement. Il y a une grande destruction et puis reconstruction avec retransformation du feu. Et donc, cette idée d'embrasement universel et de cycle, elle est déjà chez Héraclite. Et les stoïciens emprunteraient cette idée-là à Héraclite. Est-ce qu'il y a quelque chose dont ah oui, j'avais annoncé un deuxième exemple, j'ai oublié. Empédocle aussi, qui n'a rien à voir avec le stoïcisme. Là, on ne peut pas soupçonner les stoïciens de s'en être inspirés. Propose aussi un modèle cyclique, un monde qui est dirigé par l'amour et la haine, avec qui agissent sur les quatre racines, ce qu'on appelle les éléments, et qui donne ainsi naissance au monde progressivement. Et puis il y a une phase de dispersion totale, une phase d'union totale. Donc c'est aussi des formes de destruction qui ressemblent peut-être plus au Big Bang, au Big Crunch, mais ça existe aussi. Et c'est pas du tout stoïcien. Donc tout ça, ce sont des philosophes antérieurs aux stoïciens qui ont pu proposer ce genre d'idées. Donc de ce point de vue-là, les stoïciens sont pas tellement originaux. Et alors, est-ce qu'ils ont choqué en disant, mais au fond, nos dieux vont disparaître et il n'y a que leur souffle? Ah oui, mais si le souffle, c'est Zeus, si le feu qui embrase le monde, c'est Zeus, c'est un autre nom de Zeus, ça pose aucun problème. De toute façon, Zeus, il est toujours là. Donc, il n'y a personne qui va être choqué. Et à nouveau, comme c'est pas une question de croyance, la religion grecque, ça va choquer personne. Tant que vous adhérez aux valeurs de la cité, qui sont symbolisées par certains rites, certains cultes, tout le monde va considérer que tout va bien. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure cet ordre naturel s'applique également à la société. Est-ce que on peut chercher à changer la société? Est-ce que on peut mener une révolution sociale? Ou est-ce que l'ordre naturel nous impose de respecter certaines formes de gouvernement plus que d'autres, la démocratie ou la dictature? Jusqu'où est-ce que je peux espérer changer la société?
Alors, on a souvent la représentation du stoïcien comme étant un individu qui, pour cultiver son bonheur, pour se conformer à la nature, va finalement se centrer sur lui-même, s'occuper uniquement de lui-même et donc de l'éthique, et complètement négliger la dimension politique, donc l'engagement social, pour parler en termes plus modernes. Mais en fait, c'est une représentation qui est erronée, qui nous satisfait ou qui nous arrange dans une certaine mesure, parce que ça nous permet de nous dire, mais au fond, on va se concentrer sur certaines idées fondamentales, sur nous-mêmes, notre bonheur, et ça répond à certaines aspirations aujourd'hui. Mais quand on regarde ce que nous disent les stoïciens, la dimension politique n'est pas du tout absente. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre comment elle se situe. La difficulté, c'est d'articuler, disons, la politique et la nature. S'il y a un ordre du monde, est-ce que la cité dans laquelle nous vivons, donc l'État, pour parler en termes plus contemporains, est-ce que le système politique dans lequel nous vivons est lui-même une partie de la nature? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il est un résultat de l'histoire du monde, et à ce titre-là, fait partie de l'ordre naturel. Est-ce qu'il est lui-même naturel? Pas tout à fait. Il est le résultat d'une construction humaine. Donc ça, les stoïciens ne le nient pas. Et c'est le fait qu'il soit le résultat d'une construction humaine qui fait que, pour un stoïcien, il s'agit de ne pas trop s'impliquer dans la cité. Alors, Marc Aurèle dira qu'il faut faire la distinction entre la petite cité et la grande cité. La petite cité, en fait, c'est alors, petite cité, il est empereur de l'Empire romain à son apogée. Hein, donc, ça va de l'Espagne, disons, à l'Asie mineure. C'est déjà assez grand, en englobant l'Égypte. Donc, c'est quand même une grande zone géographique. Mais pour lui, c'est une petite cité parce que, en fait, la grande cité, la vraie cité, c'est le monde dans son ensemble. Il faut être avant tout cosmopolite, c'est-à-dire être un citoyen du monde. Terme qu'ils ont inventé. Terme qu'ils ont probablement inventé, oui. Alors, il y a d'autres. On se pose la question hein, de Diogène, qui est donc un des inspirateurs de Zénon, semble avoir des thèses cosmopolites. Est-ce que le terme, est-ce que l'idée est vraiment chez lui? Est-ce que c'est après coup qu'on lui attribue cette idée-là? L'idée y est. Est-ce que, en tout cas, enfin, l'idée est antérieure sans doute aux stoïciens. Est-ce que le terme est forgé par les stoïciens? C'est possible. Alors, donc, on a donc cette complexité, mais comment est-ce qu'on se retrouve en, d'une part, une injonction à vivre conformément à la nature, d'autre part, cette idée que la politique, c'est pas vraiment la nature, et en même temps qu'elle s'inscrit dans l'ordre de la nature, comment est-ce qu'on fait la part des choses dans tout ça? Surtout en disant, mais on va pas se disperser, en disant, mais il y a la petite cité qui est un ordre contingent, historique, enfin, qui s'est formé à un moment ou l'autre, et puis il y a la vraie cité qui est la nature. Donc, il faut vivre conformément, être un citoyen de la nature. Et à ce titre, reconnaître que les autres êtres humains sont aussi des citoyens de cette même nature et nous devons les considérer comme tels. Bon. Il y a un certain nombre de règles que vont se donner les stoïciens pour comprendre comment on va articuler ces choses-là. Et comprendre comment on va articuler les choses, c'est comprendre quels sont nos devoirs. Quand nous naissons ne naissons pas hors de tout contexte. Nous naissons dans une famille, avec des parents, avec des frères et sœurs, avec une famille un peu plus large, avec des voisins. On vit dans une ville donnée qui est elle-même un État ou incluse dans un État plus grand. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on va articuler nos responsabilités à l'égard de nos parents, nos frères et sœurs, etc. Eh bien, les stoïciens nous disent, mais on doit bien comprendre que tout cet ordre nous dépasse et qu'on a des responsabilités envers les uns et les autres. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on peut réfléchir à ce que sont nos responsabilités, décider de ce qu'elles sont? Eh non, la règle est à nouveau, il faut comprendre ce que c'est que se comporter à l'égard de ses parents selon l'ordre naturel. Donc, ça signifie vraiment vivre conformément à la nature à l'égard de ses parents. C'est sans doute leur devoir un certain respect, enfin, je ne sais pas, en tout cas les remercier de nous avoir donné la vie, tant qu'on estime que ce soit un cadeau, et puis vivre comme ça. Et donc toute la réflexion est de comprendre ce que signifie chacun de nos rôles en tant que père, fils, frère, sœur, neveu, voisin, citoyen, et comprendre ce qu'il signifie, c'est-à-dire non pas comprendre ce qu'on attend de nous dans un cadre donné,
Donc, si vous vivez dans une famille avec des parents toxiques, il ne s'agit pas de vivre conformément à ce ils attendent de vous, mais comprendre ce que ça signifierait d'être un bon fils dans un cadre toxique. Peut-être de claquer la porte ou faire remarquer à vos parents qu'ils se comportent de façon toxique. Donc, c'est pas, voilà, il s'agit de mettre les choses à leur place. Et de la même façon, pour les relations sociales, pour les relations politiques, il faut le comprendre dans ce sens-là. Est-ce que ça évacue toute forme d'ambition? Est-ce que, dans ce cadre-là, on peut penser le fait que nous sommes dans une démocratie moderne aujourd'hui, il y a des démocraties antiques aussi. Est-ce que ça signifie que finalement, on ne doit pas participer à la vie politique? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans le cas d'une démocratie, c'est le propre pour les citoyens de s'intéresser de façon proactive et de prendre en main les affaires de la cité. D'autant plus d'une démocratie directe comme celle qu'on a à Athènes. Comment est-ce que le stoïcien, il peut se dire, mais là, je suis en train de faire juste assez, je ne fais pas plus que ce que je suis censé faire, et si je prends le cas de l'empereur, de Marc Aurèle, qui prétend être un stoïcien, qui veut agir conformément à l'ordre naturel, mais par contre, il voit bien qu'il a une autorité suprême sur les autres gens. Il constate bien que la société est le résultat de rapports de force où, si c'est pas lui qui prend une décision, ce sont d'autres personnes qui essaient de lui faire des choses pour changer le cours de l'histoire. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il peut prétendre qu'il est, que ce soit le citoyen qui est actif dans la société ou dans le cas de notre empereur, qu'ils sont en train de respecter l'ordre naturel? Et c'est tout à fait correct. Hein. De la même façon que nous ne choisissons pas nos parents, nous ne choisissons pas la cité ou l'État dans lequel nous naissons. Et donc, nous ne choisissons pas le régime politique dans lequel nous naissons. Est-ce que ça signifie qu'on doit vivre en marge et ne pas s'en occuper? Pas du tout. Est-ce que ça signifie que la définition du citoyen, il y aurait une définition universelle? Pas du tout non plus. Si, il y a ce que ça signifie être citoyen du monde, comme on l'a dit tout à l'heure, donc être cosmopolite, ça c'est une chose, donc c'est-à-dire vivre conformément à la nature et considérer les autres êtres humains de la même façon, comme des semblables, comme nos semblables. Mais puisque je nais soit dans une démocratie, soit dans un empire, et éventuellement je suis l'empereur, qu'est-ce que ça implique? C'est l'aspect providentiel dont on parlait. Il n'a pas choisi à être empereur. Il n'a pas du tout choisi d'être empereur, mais il doit vivre conformément au statut qui lui est choix. Si je suis citoyen en démocratie, qu'est-ce que cela implique? Que j'incarne mon rôle de citoyen. Non pas que je joue au citoyen, mais que je réfléchisse à ce que ça signifie être citoyen. Si être citoyen, c'est participer à la vie des tribunaux, participer à la vie de l'Assemblée, il s'agit de vivre conformément à ce que doit signifier ce rôle objectivement, étant donné les conditions dans lesquelles on apparaît. Ce qui permet de répondre à la question, dernier élément de ta question de tout à l'heure, 2 ou 3 questions précédentes, quelle est la place pour l'ambition? Mais il n'y a pas de place pour l'ambition. Parce que l'ambition, c'est quoi? L'ambition, c'est vouloir faire quelque chose qui n'est pas prévu à la base, au sens où on aspire à quelque chose qui ne correspond pas particulièrement à notre rôle. Si c'est ça l'ambition, donc vouloir sortir de sa place, vouloir aller plus haut que ce à quoi on est destiné. Alors ça, c'est pas du tout stoïcien, parce que si notre rôle en tant que citoyen, c'est de participer à la vie démocratique, il ne s'agit pas de vouloir se mettre en avant, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera pas élu, mais il ne faut pas chercher à être élu. Si les gens nous choisissent parce qu'on est un bon citoyen, et précisément parce qu'on a compris ce que c'était être un bon citoyen, eh bien tant mieux. Mais les stoïciens me diront, c'est un indifférent. C'est pas ça que je vivais, tant mieux, c'est préférable, mais c'est pas nécessaire. Et ça n'a aucun impact sur mon bonheur. Marc Aurèle n'a jamais cherché à être empereur. Je crois qu'il aurait préféré ne pas l'être. C'était pas diriger un empire avec la frontière des guerres permanentes. Il a passé quand même les 10 dernières années de sa vie presque tout le temps sur le front. Je le souhaite à personne. Mais il s'en plaint pas vraiment, mais en tout cas dans son carnet qu'on appelle les pensées ou les médiations pour soi-même, les écrits pour soi-même, eh bien, on voit bien que ça le mine quand même d'être là tous les soirs. Donc il n'a pas du tout choisi d'être empereur.
mais c'était son devoir. De la même façon que dans une démocratie, on peut dire que la vertu citoyenne demande de s'impliquer dans les affaires de la cité, mais par contre, on ne peut pas le faire pour l'ambition, pour accumuler du pouvoir. On peut dire que c'est avant tout une question d'intention. Tout à fait. D'une certaine façon, on pourrait réduire ça à une question d'intention, mais des intentions qui doivent correspondre à une compréhension. Est-ce que cela veut dire qu'on peut chercher à exceller dans le cadre du stoïcisme, mais par contre, qu'on ne doit pas mal se sentir d'avoir atteint notre objectif ou pas? Si je prends l'exemple de Cicéron et de l'archer qu'il donne, qu'il peut s'entraîner pour devenir le meilleur archer. Par contre, le moment venu, il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. Il veut tirer une flèche, il y a le vent qui se lève, il fait courber la trajectoire de la flèche, il rate sa cible. Il doit l'accepter parce que l'ordre naturel lui a démontré, lui a fait découvrir sa place qu'il avait à prendre au sein de l'univers, qui n'était pas d'être premier, mais qui était d'être deuxième. Donc, à proprement parler, il cherchait à potentiellement devenir le meilleur, mais par contre, pas avec l'ambition de l'être, puisque la réalité a clarifié la situation quelque part. Donc, si je fais un parallèle avec la politique, celui qui s'investit dans la politique ne peut pas le faire en se disant « mon objectif, mon ambition est de devenir président ou de devenir Premier ministre ». Alors, je crois que le stoïcisme n'est pas tout à fait adapté à notre démocratie moderne, c'est-à-dire représentative et élective, au sens où on se présente à des élections. Et donc, on cherche, malgré tout, si vous présentez à une élection, même si vous pensez que c'est parce que ça correspond disons, à ce que vous pensez être le meilleur pour l'état dans lequel vous vivez, néanmoins, il y a malgré tout une forme d'ambition personnelle. Quoi qu'on en pense, et j'ai le plus grand respect pour les gens qui s'engagent, là n'est pas le problème, mais une réponse stoïcienne consisterait plutôt à dire, mais attention, il faut participer à la vie politique, mais c'est si vous êtes amené, si on vous mettait sur une liste électorale, vous vous impliquez en tant que citoyen, vous faites tout bien, et ce qui pousse les gens à dire, ce serait bien que tu te présentes aux élections, et c'est parce que vous incarnerez mieux votre rôle que vous allez le faire, mais il ne faut pas chercher à être élu. Et a fortiori, pas être élu président ou Premier ministre. Donc, c'est plutôt dans cette optique-là. Donc, la nuance est ténue, mais il faut vraiment bien comprendre que les stoïciens n'ont pas d'ambition. Il s'agit d'exceller en toute chose, mais exceller au niveau de ses rôles. Pour chaque rôle que j'incarne, je dois les incarner le mieux possible, en fonction de la compréhension que je peux en avoir. Et effectivement, il est tout à fait possible qu'il y ait des circonstances qui font que je n'y arrive pas. Ce que Pierre Hadot, qui est un spécialiste de Marc Aurèle, appelle une clause de réserve. Il est possible que ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Mais dans ce cas-là, je ne dois pas m'en vouloir. Effectivement, le vent peut avoir soufflé, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour atteindre ma cible. Ce qui veut dire que les guides qui mobilisent le stoïcisme pour nous aider à devenir le meilleur investisseur, pour devenir le meilleur manager de la finance ou le sportif de haut niveau qui aura atteint tous ses objectifs, est complètement à côté de la plaque à partir du moment qu'ils font la promotion de la réussite. Oui, alors, oui et non. C'est-à-dire, j'ai pas envie non plus de donner l'impression à toute personne qui se mettrait dans une démarche inspirée du stoïcisme qu'elle fait fausse route. Et se dire, mais au fond, toutes ces reprises sont des aberrations sur le plan d'histoire de la philosophie. Alors oui, ce sont des aberrations probablement sur le plan d'histoire de la philosophie, mais ça sert à quoi de distribuer des points? En revanche, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a quelque chose de philosophique dans la démarche? Et est-ce que cet aspect philosophique peut être identifié au stoïcisme? Alors, prenons le cas du sportif. Qu'est-ce que serait être un sportif stoïcien? Être un sportif stoïcien, il y a des exemples en fait chez les stoïciens, pas de sportifs stoïciens, en tout cas j'en connais pas, mais de la figure du sportif. Qu'est-ce qu'il fait le sportif? Il s'entraîne dans la perspective de faire de la compétition. Et le jour où arrive la compétition, il ne va pas se dire oui mais moi je préférais l'entraînement. Le but de l'entraînement, c'est précisément la compétition. Et
pour les stoïciens, c'est une métaphore qui dit, mais dans la vie, en fait, c'est pour ça qu'on s'entraîne à résister aux passions, à la colère, etc. C'est pour que quand elle se produit, ou les circonstances se produisent, on ne se laisse pas aller à la colère. Eh bien, on peut dire, d'une certaine façon, imaginez qu'il y ait un coaching sportif stoïcien, c'est pas non plus choquant. Enfin, en tout cas, moi, ça me choque pas. Il y a des choses qui me dérangent un peu plus, peut-être. Quand on parle de guide pour le management et enfin, la haute finance et tout ça, là, ça devient plus gênant. Parce que, pas simplement pour des raisons personnelles, idéologiques, hein, c'est pas l'enjeu, c'est dire, mais on oublie complètement le fond théorique du stoïcisme. Est-ce que la première chose qu'il faudrait se poser comme question, c'est est-ce que l'ordre managérial néolibéral, disons, est compatible avec le stoïcisme? Alors vous allez me dire, bah, c'est l'ordre dans lequel on se situe. Et donc, si notre rôle, c'est d'incarner un manager, alors je dois être le meilleur manager possible. Oui, mais un meilleur manager possible, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est le meilleur manager en tant qu'il est le plus performant, c'est-à-dire celui qui va obtenir les meilleurs résultats financiers en dirigeant son équipe, ou bien c'est le meilleur manager conformément au principe de conformité à la nature, justement, ou de cosmopolitisme, qui va considérer non seulement son équipe comme étant des citoyens ou des êtres vivants au même titre que lui, et donc va faire preuve à leur égard, on dira le mot galvaudé, mais de bienveillance. Ça, ce serait déjà une première chose. En tout cas, les considérer non pas comme des sous-fifres qu'il faut exploiter jusqu'à la dernière limite. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on peut aussi se demander, mais globalement, quels sont les effets poursuivis ou les effets visés dans ce management-là, s'il s'agit d'augmenter la part de l'entreprise qui est déjà une multinationale et dont les effets peuvent être dévastateurs sur l'économie d'un pays, sur l'écologie globale. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas en train de, au nom d'incarner son rôle de manager, oublier complètement son rôle de citoyen du monde, qui doit être le rôle le plus fondamental, parce que c'est celui qui est à la base de tous les autres. Et donc, il faut interroger la figure du manager dans cet ordre-là. Or, précisément, ce qu'on oublie, quand on dit mais on va faire une formation pour devenir un manager efficace en utilisant les principes du stoïcisme, c'est toute cette réflexion théorique-là. On se concentre juste sur les outils ou sur les moyens que propose le stoïcisme, en oubliant à quoi servent ces moyens, à quoi servent ces outils. Et c'est ça qui est important pour un stoïcien. Les outils sans la théorie n'ont rien de philosophique et n'ont finalement rien de stoïcien. Ce sont juste des outils. Marc-Antoine, il me semble qu'on a déjà créé une très belle fresque de ce qu'est le stoïcisme. Je te remercie d'avoir participé à notre premier épisode de la Revue Philo. Merci à toi.